Ce qu'il a découvert ce soir-là n'était pas seulement une trahison. C'était un plan froid, calculé, écrit noir sur blanc dans un téléphone oublié, ouvert. Elle l'appelait une vieille agrafeuse. Elle prévoyait de le droguer. Elle avait même réservé la chambre d'à côté. Mais elle avait oublié une chose essentielle. Elle avait épousé un homme qui gère des entrepôts entiers sans perdre un seul article. Restez avec nous, parce que ce soir, cette histoire ne s'arrête pas à la trahison. Elle va jusqu'au bout, jusqu'au tableau de visualisation laissé seul sur un mur vide, jusqu'au papier signé d'une main tremblante, jusqu'à ce dernier like envoyé dans le noir à une photo d'un homme qui a refait sa vie sans elle. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Et vous, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors en ce moment. On vous lit tous. Dans l'univers de Timothée, le chaos était proprement inadmissible. Le chaos, c'était une livraison en retard, un désordre dans l'inventaire ou un chauffeur-livreur parti se noyer dans l'alcool le jour de l'expédition. Dans l'univers de Timothée, où chaque mètre carré d'espace possédait son numéro d'inventaire et où le temps se mesurait en heures hommes, tout obéissait au rythme sacré du tableur Excel. Il aimait ce rythme. Des lignes nettes, des formules claires, des résultats prévisibles. Si une cellule virait au rouge, c'est qu'une erreur se cachait quelque part. Il fallait la trouver, la localiser et l'éliminer. C'est pourquoi ce vendredi soir à 21h précise, lorsqu'une notification bancaire s'afficha sur son téléphone, Timothée ne ressentit aucune émotion, seulement un léger picotement de curiosité professionnelle. Débit de 320 €, catégorie vêtements et accessoires masculins, boutique et l'égoïste. Timothée baissa les yeux sur son t-shirt d'intérieur qu'il portait depuis 3 ans. Il releva les yeux vers l'armoire. 5 chemises bleues identiques pour le bureau y étaient suspendues, ainsi qu'un costume de sortie acheté pour le mariage d'un cousin éloigné. La mise à jour de la garde-robe ne figurait pas au programme de ce trimestre. Diane, sa femme, se trouvait à cet instant dans la cuisine. Il en provenait une odeur épicée de bâtonnets d'encens et la voix feutrée d'un quelconque gourou diffusée par le haut-parleur du téléphone, prêchant sur les flux d'abondance et l'éveil de l'énergie féminine. Timothée grimaça. En 12 ans de mariage, il s'était habitué à ces engouements. Il y avait eu le macramé, puis le scrapbooking, ensuite la vente en réseau de produits miracles, et désormais le marathon des désirs et la visualisation du succès. Il considérait tout cela comme des charges d'exploitation inévitables. L'amortissement de la vie de couple, en quelque sorte. Il entra dans la cuisine. Diane lui tournait le dos, tapant frénétiquement quelque chose sur son téléphone. Ses épaules frémissaient, elle pouffait de rire. « Diane » appela Timothée d'une voix égale. Elle sursauta comme si on l'avait touchée avec un fil électrique. Le téléphone vola aussitôt, écran contre la table. « Ah, tu m'as fait peur. Tu te faufiles comme un chat. J'en ai perdu tous mes moyens. » Un relevé est arrivé. 320 €, vêtements masculins. Tu m'as acheté un cadeau ? Les yeux de Diane, légèrement plus soulignés que d'habitude pour une soirée à la maison, se mirent à papillonner. C'était exactement ce regard qu'affichent les magasiniers face à un manque à l'inventaire. Un mélange de panique et de recherche frénétique d'une justification. « Ah oui, enfin non, c'est pour papa. Son anniversaire approche, tu l'avais oublié ? 60 ans. J'ai voulu lui offrir une belle veste, une de marque. Tu n'es pas contre, j'espère. Il faut envoyer au monde des signaux de générosité pour qu'il nous le rende au centuple. Le beau-père avait eu 58 ans le mois dernier. Timothée s'en souvenait parfaitement. Il avait lui-même choisi sa canne à pêche. Mais il ne dit rien. Il hocha simplement la tête et quitta la cuisine. Dans son tableau intérieur, la cellule confiance clignotait et virait à un rouge inquiétant. Les comptes ne s'équilibraient plus. Les 2 jours suivants, Timothée se comporta comme à son habitude. Il alla travailler, sortit les poubelles, écouta Diane lui expliquer l'importance de respirer par le ventre pour attirer la prospérité financière. Mais en lui, le mode audit était activé. Il observait. Diane avait changé. Elle ne lui reprochait plus de laisser traîner ses chaussettes. Elle ne le remarquait plus du tout, à vrai dire. Son regard glissait à travers lui, porté vers des horizons invisibles.
Elle souriait sans cesse à l'écran de son téléphone et ne se rendait aux toilettes qu'accompagnée de l'appareil, l'eau coulant à plein débit. L'occasion se présenta le dimanche. Diane était partie en hâte rejoindre sa coach en développement personnel, oubliant de fermer un onglet sur l'ordinateur familial. Timothée s'installa dans son fauteuil. Le simili-cuir craqua sous lui comme un verdict. L'écran brillait d'une lueur bleutée et froide. Il ne se sentait pas espion. Il se sentait gestionnaire de crise venu déblayer les décombres d'une entreprise déficitaire. La conversation avec le contact enregistré sous Lola chérie était la dernière en date. « Alors, ton bonhomme ne se doute de rien ?» avait écrit Lola. La réponse de Diane envoyée ce matin même. « Lola, quel bonhomme! Il ressemble à une vieille agrafeuse, fiable, lourde, mais désespérément ennuyeuse. Elle prend la poussière dans un coin, on n'ose pas la jeter et on ne supporte plus de s'en servir. J'attends la Côte d'Azur avec une impatience folle. Yanis, c'est de l'énergie pure, un souffle de lumière. T'as vu ces dernières stories? On a tout planifié ensemble. » Timothée relut la phrase sur la graffeuse 2 fois. Quelque chose dans sa poitrine s'effondra sourdement, comme une lourde palette tombant de l'étagère du haut en plein plexus solaire. Une vieille agrafeuse. Voilà donc ce qu'il était. Il fit défiler la conversation vers le haut. « Et comment tu vas gérer, Timothée? Il va te coller au basque, te bassiner avec les visites guidées et les horaires de repas. » La réponse de Diane. « Mon Dieu, je t'en supplie. J'ai acheté à la pharmacie ces fameuses gouttes, tu sais bien, les nuits douces, tu t'en souviens? Je lui dirai que c'est une tisane apaisante pour ses nerfs. Il est toujours à cran de toute façon. Je lui en verserai une double dose avant qu'il s'endorme. Il dormira comme une marmotte, et moi j'irai méditer dans la chambre d'à côté, celle de Yanis. » Suivait une série d'émoticônes, clins d'œil, pêche, aubergine, feu d'artifice. Et un lien vers le profil d'un certain Yanis, coach en pleine conscience numéro 1. Timothée cliqua. Sur la photo, un homme d'une trentaine d'années le regardait, lisse et satisfait, arborant une barbe soigneusement taillée, un pantalon de lin blanc, et cette expression sur le visage, celle de quelqu'un qui vient tout juste d'atteindre l'éveil intérieur tout en décrochant le jackpot. Timothée referma lentement l'ordinateur portable. La pièce était silencieuse. Seule la pendule murale égrenait les secondes, comptant le temps qui restait avant l'effondrement total de sa logistique familiale. Une vieille agrafeuse. Voilà donc ce qu'on avait décidé de mettre au rebut, de classer dans la catégorie des articles invendables. Mais Timothée n'aurait pas été responsable du service logistique s'il avait laissé ses émotions parasiter le processus. Les émotions, c'était de la non-conformité. Et la non-conformité, on l'a traitée selon le protocole. Il se leva, traversa le couloir jusqu'à la cuisine et ouvrit le placard suspendu où Diane rangeait sa collection de compléments alimentaires et de vitamines. Tout au fond, derrière un pot de collagène, se trouvait un petit flacon en verre sombre, sans étiquette, juste un bout de papier collé dessus sur lequel l'écriture de Diane avait tracé « Pour la sérénité ». Il dévissa le bouchon et renifla. Une odeur âcre d'herbe, valériane, passiflore, mêlée à quelque chose de plus lourd, de chimique, un somnifère, puissant. Timothée s'approcha de l'évier. Le liquide sombre s'écoula en un filet épais, laissant une trace jaunâtre sur l'émail blanc. Il ouvrit le robinet, effaçant les traces. Puis il prit dans le réfrigérateur le petit flacon de sirop d'églantier qu'il s'achetait pour ses défenses immunitaires. La consistance était similaire, la couleur presque identique. Il transvasa avec soin le sirop doux et parfaitement inoffensif dans le flacon de sérénité, sans en renverser une seule goutte. Il revissa le bouchon, essuya le verre avec un torchon pour ne laisser aucune trace collante et remit le tout derrière le pot de collagène. « Logistique », dit-il à mi-voix à la cuisine vide. « L'art de livrer la bonne marchandise au bon endroit, au bon moment. » Le soir, Diane rentra les ailes déployées. Elle virevoltait dans l'appartement en fredonnant quelque chose et gratifia même Timothée d'une caresse sur l'épaule en passant. « Tu as besoin de te reposer, mon chéri », roucoula-t-elle en plongeant son regard dans le sien avec une sollicitude toute factice. « Tu es tellement tendu ces derniers temps, tout absorbé par le travail. On va aller au bord de la mer et je vais prendre soin de toi.
Tu vas dormir, manger des fruits. Oui, acquiesça Timothée sans quitter l'écran des yeux. Je dormirai jusqu'à midi. Je sens que j'en ai besoin. Dans sa tête, un schéma complexe s'élaborait déjà en silence. Pendant que Diane prenait sa douche, il fit des copies numérisées de tous leurs documents, passeports, assurances, vouchers, et les envoya dans son espace de stockage en ligne. Puis il ouvrit l'application de la compagnie aérienne. Il annula sa réservation sur le vol retour prévu dans 10 jours et racheta un nouveau billet. 24 heures après leur départ, l'aéroport les accueillit dans un tourbillon d'agitation et d'odeurs de café hors de prix. Diane était nerveuse. Elle saisissait son téléphone à tout moment, vérifiait ses messages, se mordait les lèvres. Timothée, lui, était la sérénité incarnée. Il pilotait leurs valises avec la régularité d'un brise-glace ouvrant sa route dans les eaux gelées. « Tu n'as pas oublié nos vitamines ?» demanda-t-il au comptoir d'enregistrement, tandis que Diane déplaçait les passeports d'une main à l'autre pour la 3e fois. « Quoi ? Les gouttes, tu les as prises ? Bien sûr, elles sont dans le bagage cabine. Et si tu t'agites dans l'avion ? Je suis calme, Diane, parfaitement calme. » Le vol se déroula sans incident. Diane refusa de manger, prétextant purifier son organisme avant de s'imprégner de l'énergie solaire. Timothée, lui, dévora son poulet au riz avec appétit. Il avait besoin de force. L'hôtel les accueillit sous une chaleur écrasante, dans l'éclat aveuglant du marbre du hall. Tout compris. Le paradis de ceux qui cherchent à s'étourdir. Pendant que Timothée remplissait les formulaires à la réception, un homme s'approcha. Pantalon de lin blanc, chemise légère ouverte sur 3 boutons, révélant une poitrine bronzée ornée d'un collier de perles en bois. Une barbe taillée avec soin. Un parfum musqué et lourd frappa les narines de Timothée avant même que l'inconnu n'ouvre la bouche. Yanis. En vrai, il paraissait encore plus caricatural que sur ses photos. « Oh, quelle surprise !» s'exclama Yanis avec un étonnement parfaitement joué, écartant les bras comme pour embrasser le monde entier, et accessoirement le portefeuille de Timothée. « Diane, c'est bien toi ! Quelle rencontre ! L'univers réunit vraiment les bonnes personnes dans les lieux de puissance. » Diane poussa un petit cri, portant la main à sa poitrine. Comédienne médiocre. « Yanis, ce n'est pas possible !» Elle se tourna vers son mari. « Timothée, je te présente Yanis, mon coach en pratique respiratoire. Je t'en avais parlé. » Timothée se redressa lentement, posa le stylo et considéra la main tendue de Yanis. Une main soignée, douce, celle d'un homme qui n'avait jamais rien soulevé de plus lourd qu'un smartphone. « Timothée, dit-il, en serrant brièvement cette paume molle. Enchanté. »« Très, très heureux, rayonna Yanis. Je vois à votre aura que vous êtes épuisé. Vous avez besoin de vous ancrer. Cet hôtel est un endroit merveilleux pour ça. Je suis là, moi aussi, d'ailleurs. Chambre 105. Quelle coïncidence, non? Et vous, c'est quelle chambre? 104, chantonna Diane en consultant les cartes clés que le réceptionniste venait de lui remettre. On est voisins, Timothée, tu te rends compte? Quelle surprenante coïncidence, en effet, commenta Timothée d'un ton sec. La journée s'écoula dans une brume poisseuse. Diane s'agitait, proposait la plage, puis le bar, puis d'aller se changer. Elle gagnait du temps, visiblement. Timothée la suivait docilement, jouant le touriste idéal, légèrement benêt, complaisant. Il nageait dans la piscine, buvait son jus, opinait du chef pendant que Diane dissertait sur les sauts quantiques de conscience. Mais il voyait tout. Il voyait leurs regards échangés. Il voyait les coups d'œil brefs et avides que Yanis lançait à Diane pendant que Timothée faisait semblant de somnoler sous le parasol. Il voyait les doigts de Diane trembler légèrement quand elle tapait un message sous la table pendant le déjeuner. Le soir tomba. L'air devint dense et humide, chargé de jasmin et de viande grillée. Après le dîner, ils regagnèrent leur chambre. Diane s'activa aussitôt avec une énergie débordante. Elle tira les lourds rideaux, n'alluma que la veilleuse, installant une pénombre intime. « Tu es fatigué, mon chéri ?» demanda-t-elle en s'approchant de la valise. « Un peu. Le vol, la chaleur. J'ai la tête qui bourdonne. Tu vois, je te l'avais dit, tu as besoin de te détendre. Je vais te préparer une tisane spéciale, avec les petites gouttes. Tu te souviens? Elles sont naturelles, à base de plantes. Tu bois et tu t'endors aussitôt. Et demain, tu te réveilles frais comme un gardon. » Elle disparut dans la salle de bain.
Timothée entendit le tintement d'une cuillère contre un verre, le bruit de l'eau qui coulait. Son cœur battait régulièrement, posément, comme un métronome. Diane revint, portant un verre. Sur son visage était figé un sourire, légèrement crispé, prédateur. « Bois, mon cœur, jusqu'à la dernière goutte, c'est pour ton bien. » Timothée prit le verre. Le liquide sentait l'églantier et vaguement la menthe. Elle avait dû ajouter un sachet de tisane pour masquer le goût. Il regarda sa femme. Dans ses yeux, nulle tendresse, seulement de l'impatience. Elle avait besoin de le mettre au rebut, de libérer la place pour une nouvelle livraison. « Merci, Diane, tu es vraiment aux petits soins. » Il porta le verre à ses lèvres et but. Le sirop doux et sucré lui brûla légèrement la gorge. Diane le fixait sans ciller. « Alors ? » ?»« Délicieux. Merci vraiment. »« Allonge-toi vite. » Timothée s'exécuta docilement, retira son t-shirt, s'étendit sur le lit et se blissa sous le drap. « Je sens que ça me gagne déjà, » murmura-t-il en laissant sa langue devenir légèrement pâteuse. Les yeux se ferment tout seuls. « C'est bien. C'est très bien, » chuchota Diane en éteignant la veilleuse. « Dors, Timothée, dors. » La chambre plongea dans le noir. Timothée ferma les yeux, mais tous ses sens s'aiguisèrent jusqu'à l'extrême. Il entendit Diane se déplacer à pas de loup dans la pièce. Le froissement d'un tissu, elle se changeait. Le cliquetis d'une fermeture, un léger et fugace effluve de parfum. Elle ne se parfumait jamais pour la nuit. 5 minutes s'écoulèrent. Timothée gisait immobile, s'efforçant de respirer lentement et profondément. Diane s'approcha du lit. « Timothée » appela-t-elle tout bas. Silence. Elle lui poussa doucement l'épaule. « Timothée, tu dors ?» Il laissa sa tête rouler mollement sur l'oreiller. De sa bouche s'échappa un léger ronflement, une touche finale magistrale. « Parfait », chuchota Diane, et dans sa voix sonnait le triomphe. Il dort comme une souche. Les plantes, c'est souverain. Elle s'éloigna du lit. Ses mouvements devinrent plus rapides, plus assurés. Le claquement de ses talons. Elle fredonnait quelque chose, un air léger, insouciant. Timothée entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Un courant d'air apporta les sons du couloir, des rires, une musique lointaine. « J'arrive, Yanis, je vole vers toi », ronronna-t-elle dans le vide. La porte se referma. Le verrou claqua. Timothée ouvrit les yeux. Dans l'obscurité de la chambre, seul le voyant vert du détecteur de fumée brillait au plafond. Pas l'ombre d'une somnolence. L'adrénaline bouillonnait dans ses veines, réclamant de l'action. Il s'assit sur le lit, rejeta le drap, jeta un œil à sa montre. 22h05. Le compte à rebours était lancé. L'inventaire était clôturé. La mise au rebut des actifs non rentables pouvait commencer. Timothée se tenait contre la rambarde du balcon, les mains crispées sur l'aluminium froid. 4e étage. En bas, dans l'obscurité que perçaient des projecteurs bleus, la piscine clapotait, paresseuse et indifférente. L'air nocturne était épais comme de la mélasse, chargé de chlore mêlé aux senteurs des fleurs de nuit. Il n'avait qu'1,50 m à franchir, une distance dérisoire pour un adolescent qui saute les toits des garages. Mais Timothée avait 40 ans. Ses genoux gardaient la mémoire d'une vieille blessure contractée lors d'un déchargement de palette en 2005, et son dos, façonné par des années de fauteuil ergonomique, se raidissait déjà à la seule idée d'acrobatie. « Les vieux lions ne perdent pas leurs griffes », murmura-t-il pour lui-même. Il s'efforça de calmer le tremblement de ses jambes et enjamba la séparation. Le béton était rugueux, lui râpait la peau. Timothée expira, ferma les yeux une seconde en s'imaginant simplement enjamber une flaque d'eau et transféra son poids d'un coup sur le balcon voisin. L'atterrissage manqua de grâce. Il glissa sur le carrelage humide, faillit s'écraser le visage contre la baie vitrée et laissa fuser entre ses dents un juron qu'il ne s'autorisait qu'en cas de rupture de stock en pleine période des fêtes. Son cœur battait quelque part dans sa gorge, résonnant comme un tocsin dans ses oreilles. La porte du balcon était entrebâillée. Évidemment, les flux d'énergie ne supportent pas les espaces clos. Timothée se glissa à l'intérieur. Dans la chambre 105, ce n'était pas la spiritualité ni les chakras qui régnaient,
C'était l'odeur de vin bon marché, de transpiration et d'une intimité charnelle au parfum lourd et douceâtre. Cette odeur frappa Timothée en plein estomac, plus violemment encore que la vue des vêtements éparpillés. Mais il activa aussitôt son filtre intérieur. Il n'était plus un mari, il était un auditeur débarquant dans un entrepôt où venait d'être découverte une violation flagrante des normes sanitaires. La pièce baignait dans la pénombre, à peine trouée par un ray de lumière venant du couloir. Sur le grand lit aux draps en bataille dormaient 2 personnes. Diane était allongée sur le dos, les bras écartés, respirant doucement. Yanis, le grand gourou de la pleine conscience, dormait à plat ventre, le visage enfoui dans l'oreiller, émettant des sons qui évoquaient un générateur diesel en fin de vie. Le spectacle était saisissant. Timothée demeura immobile, attendant que la nausée passe. Il aurait voulu allumer la lumière, hurler, retourner le lit, déclencher la scène digne d'un mauvais téléfilm, mais ce n'était pas productif. Les émotions, c'était de la non-conformité, et il était venu procéder à un inventaire, puis à une mise au rebut. Il sortit de sa poche une paire de gants en latex épais et les enfila avec un claquement sec et discret. Le compte à rebours était lancé. Ses yeux, accoutumés à l'obscurité, balayaient l'espace méthodiquement. Article numéro 1. La robe de Diane, en soie, rouge, achetée sur le budget familial pour une soirée d'entreprise, gisait sur le fauteuil. Timothée la roula en cylindre serré. Article numéro 2. Le pantalon de lin blanc de Yanis, à présent froissé comme du papier mâché, traînait sur le sol. Même sort. Il se déplaçait vite, sans bruit, comme une ombre. Ses gestes étaient rodés par des années de manipulation de bons de livraison et de carton. Aucune précipitation. Prendre, évaluer, emballer. Le sac à main de Diane. Il en vida le contenu sur la table. Rouge à lèvres, miroir, lingettes humides. Les lingettes, on laisse. Le sac, on confisque. Le portefeuille de Yanis, épais, en cuir. Timothée l'ouvrit. Presque pas d'espèces, mais un éventail de cartes de crédit multicolores. Il eut un sourire. Un endetté qui vit à crédit. Un grand classique. Le portefeuille rejoignit le tas. Il trouva la valise de Yanis dans un coin et l'ouvrit. Elle était à moitié vide. Le gourou voyageait léger. Timothée commença à y ranger méthodiquement tout ce qu'il trouvait dans la chambre. Les escarpins de Diane, les sandales de Yanis, la lingerie éparpillée sur la moquette comme des pétales de rose fanées, le caleçon de Yanis orné d'un ridicule imprimé en forme de billet de banque. Ils allaient se retrouver absolument nus. Même les peignoirs accrochés dans la salle de bain, Timothée les décrocha et les comprima dans la valise. Il opérait comme une machine à emballer sous vide, pas 1 cm3 d'air de trop. Tout y passa. Vêtements, chaussures, trousse de toilette, chargeur. Le smartphone de Yanis, posé sur la table de nuit, fut également saisi. Celui de Diane alla directement dans la poche de Timothée. Quand la valise fut pleine à craquer, il ferma la fermeture éclair. Le mécanisme résista, gémit, puis céda. Place à la logistique d'expédition. Il fit rouler la valise dans le couloir, veillant à ce que les roulettes ne claquent pas sur les joints du carrelage. La porte de la chambre se referma sans bruit. Il maintint le peigne avec la carte-clé. En poussant la valise jusqu'au local technique, au fond du couloir, celui où les femmes de chambre rangeaient leurs chariots et leurs balais, Timothée constata que la porte n'était pas fermée à clé. La négligence du personnel, le fléau de tout système bien rodé. Mais ce soir, elle jouait en sa faveur. Il rentra la valise au fond de la pièce, la dissimula derrière des seaux de produits d'entretien, arracha une feuille de son carnet et écrivit rapidement au marqueur en appuyant contre le mur. Bagage suspect trouvé dans le couloir. Il posa le mot par-dessus et retourna à la chambre 105. La carte-clé de Diane, prudemment subtilisée dans son sac, émit un petit bip discret. Voyant vert. Entrée autorisée. Les amants dormaient. Diane s'était retournée sur le côté, une jambe jetée sur la hanche de Yanis. La scène aurait presque pu paraître paisible, si on ignorait qu'en quelques heures, cette idylle allait se transformer en film catastrophe. Timothée traversa la chambre jusqu'à la salle de bain.
L'air y était encore chargé d'humidité. Des serviettes mouillées traînaient sur le sol. Phase numéro 2. Création d'une situation d'urgence pour détourner l'attention. Il s'accroupit devant le tuyau d'alimentation des toilettes. La robinetterie était standard, fragile, tenue par la seule bonne volonté du plombier local. Il sortit de sa poche son outil multifonction, compact mais redoutablement efficace, son compagnon de route invariable. Il desserra légèrement le collier du flexible d'alimentation, juste un peu. L'eau ne jaillit pas, mais commença à suinter en un mince filet régulier, s'écoulant sur le carrelage. Goutte, goutte, goutte. Le son était doux, rythmé. Timothée inspecta les lieux. L'orifice d'évacuation au sol, une obligation dans les zones humides. Il prit une des serviettes abandonnées, la roula fermement et la coinça dans le siphon en l'enfonçant du talon. L'eau commença à s'accumuler, lentement, inexorablement. Une bombe à retardement. Dans 3 à 4 heures, le niveau atteindrait le seuil de la salle de bain. Dans 5, il s'écoulerait dans la chambre, imprégnant la moquette. Et au matin, ils auraient leur débûche personnelle, nécessitant l'intervention immédiate de la direction et, selon toute probabilité, la pleine responsabilité financière des occupants. C'est ça, votre énergie de l'univers, pensa Timothée. Il revint dans la chambre, jeta un dernier regard sur sa femme. Dans sa poitrine, rien ne bougea, ni douleur, ni jalousie. Seulement un vide froid, comme un entrepôt après expédition complète des stocks. Il ressortit par le balcon, en tirant la porte derrière lui sans la bloquer complètement. Le chemin de retour fut plus aisé. L'adrénaline valait n'importe quelle boisson énergisante. Dans sa chambre, l'ordre était parfait. Son sac à dos avait été préparé avant le dîner. Les documents et le billet retour se trouvaient dans la poche intérieure. Timothée enfila un coupe-vent léger, chaussa une casquette, rabattit la visière sur les yeux, saisit son sac et sortit dans le couloir. Le hall de l'hôtel, à 3 heures du matin, était vide et sonore. Derrière le comptoir de la réception, un jeune homme en uniforme somnolait, la tête ballante. Timothée passa devant lui d'un pas assuré, celui d'un homme qui a un vol matinal à prendre. « Check-out » sursauta le réceptionniste en clignant des yeux endormis. « No, excursion » lâcha Timothée sans s'arrêter. Le jeune homme hocha la tête avec compréhension et laissa retomber la sienne sur sa poitrine. Le taxi commandé via l'application attendait déjà devant le portail. Une Fiat jaune à l'aile froissée. Le chauffeur, un Turc moustachu, ouvrit le coffre sans un mot. Timothée se laissa tomber sur la banquette arrière. La voiture démarra dans un froissement de pneus. Il se retourna. Les fenêtres du 4e étage, où se trouvait la chambre 105, étaient sombres. Puis soudain, comme sur un signal d'un metteur en scène invisible, l'une d'elles s'illumina. Un rectangle jaune se découpa nettement dans le noir de la nuit. Timothée imagina la scène. L'un d'eux s'était réveillé, peut-être au bruit de l'eau qui gouttait, ou simplement pour aller aux toilettes. Il s'était levé, avait posé le pied nu dans la flaque qui devait déjà déborder de la salle de bain, avait allumé la lumière et découvert que la réalité avait changé. Plus de vêtements, plus de téléphone, plus de passeport. Seulement l'eau qui montait de minute en minute et la nudité. Il eut un sourire. Le coin des lèvres se souleva légèrement, mais ses yeux restèrent de glace. Il sortit son téléphone, ouvrit la conversation familiale que Diane utilisait pour lui envoyer des mèmes. Il tapa un message. Ses doigts ne tremblaient pas. L'énergie de l'univers existe vraiment. Elle m'appelle chez moi. Adieu. Le trajet jusqu'à l'aéroport prit 40 minutes. Pendant tout ce temps, Timothée regarda défiler les lumières des villages côtiers et réfléchit au fait que détruire est, finalement, bien plus simple que construire. 12 ans de construction, une nuit de démontage, une efficacité remarquable. L'avion quitta la piste au moment où le soleil commençait tout juste à teindre l'horizon de rose. Timothée regardait par le hublot la côte qui s'éloignait. Quelque part là-bas, dans cette chambre, se jouait en ce moment même un drame aux accents de comédie de situation. L'eau, les agents de sécurité, l'hystérie à la réception, les tentatives désespérées de se couvrir avec un drap.
Il s'enfonça dans son siège pour la première fois depuis 2 jours et se détendit. Sa ville natale l'accueillit sous une pluie fine et un ciel gris. Le contraste avec la Côte d'Azur ensoleillée était saisissant, mais Timothée s'en réjouissait. Le gris apaisait. Le gris, c'était la couleur du béton, du solide, du fiable. Il avait exactement 24 heures d'avance, peut-être un peu plus. Timothée ne rentra pas chez lui directement. Il passa d'abord par les bureaux d'une société de transport avec laquelle il collaborait souvent dans le cadre de son travail. « Émile, salut !» dit-il au chef d'équipe des déménageurs, un gaillard aux mains larges comme des battoirs. « J'ai une commande urgente, privée. Je paye double tarif pour la rapidité et la discrétion. » Émile plissa les yeux. « C'est louche ? » ?»« Pas du tout. C'est un divorce. Il faut sortir les actifs avant le retour de l'ex-femme. » Émile s'épanouit d'un sourire entendu. « La grande cause, mon frère. On sort combien ? » Un 3 pièces complet. On emporte tout ce qui n'est pas cloué. Et ce qui est cloué, on l'arrache avant de l'emporter. 1 heure plus tard, un camion se garait devant son immeuble, une banale tour en béton dans un quartier résidentiel. Timothée monta au 7e étage. La clé tourna, comme d'habitude. L'appartement l'accueillit dans le silence et une odeur de santal. Le manteau de Diane était accroché au porte-manteau. Un ticket de caisse pour des bougies traînait sur le meuble d'entrée. Miaou. De la cuisine surgit Gaston, un gros matou roux, seul membre de la famille à avoir toujours été parfaitement honnête dans ses désirs, manger et dormir. Timothée s'accroupit et lui gratta l'oreille. « Salut vieux, fais ta valise, on déménage. »« approuva Gaston. On sonna à la porte. C'était l'équipe d'Émile, 4 gaillards solides avec des rouleaux de film plastique, des cartons et des visseuses électriques. « On commence par où, chef ?» demanda l'aîné. Timothée parcourut le salon du regard. L'immense téléviseur acheté avec sa prime annuelle. Le canapé pour lequel il avait remboursé un crédit pendant 1 an. Les rideaux que Diane avait choisis pendant 2 mois. Le tableau « L'arbre à prospérité » qu'elle avait accroché selon les préceptes du Feng Shui. On commence par l'électroménager et la télé, puis les meubles. La cuisine se démonte entièrement, y compris les éléments encastrés. On décroche les luminaires. Les rideaux aussi. Le tableau, on le laisse. Le travail s'emballa. Le ronronnement des visseuses sonnait aux oreilles de Timothée comme de la musique. C'était le son du nettoyage. À chaque vis retirée, à chaque carton emballé, il sentait le poids sur son âme s'alléger un peu. « C'est quoi ça ?» demanda l'un des déménageurs en désignant le mur de la chambre. Il y avait là un grand tableau en liège. Le tableau de visualisation de Diane. Des découpages de magazines y étaient épinglés. Un yacht blanc, des liasses de billets, une bague sertie de diamants, la photo d'un beau ténébreux au torse musclé. En regardant mieux, Timothée reconnut Yanis, retouché sous Photoshop. Et, pour une raison mystérieuse, la tour Eiffel. Timothée s'approcha du tableau. « C'est important, ça ?» demanda le déménageur. « Non, ne touche pas à ça. » À 20 heures, l'appartement était méconnaissable. Ce n'était plus un nid douillet et familial. C'était une boîte en béton ornée d'un seul tableau et d'un panneau de liège. L'écho roulait de pièce en pièce, rebondissant sur les murs nus d'où dépassaient tristement des chevilles de fixation orphelines. Il restait encore un matelas par terre dans la chambre, vieux, marqué d'une tache de café qu'il projetait de jeter depuis 1 an, et le panier de Gaston dans un coin. Timothée parcourut les pièces vides. Dans la cuisine, à la place des meubles, ne dépassaient plus que des tuyaux d'alimentation en eau et une dérivation de gaz bouchonné. Sentiment étrange. Une apparence de désolation, et pourtant on respirait ici avec une légèreté surprenante. Il sortit son téléphone de sa poche. Aucun appel de Diane. Il devait encore s'expliquer avec la police. En revanche, une notification bancaire était arrivée. Transaction refusée. Carte bloquée. Tentative de paiement en Turquie. Le montant était conséquent. Une amende de l'hôtel, très probablement. Transaction refusée, dit-il à voix haute. Provision insuffisante sur le compte conscience. Il prit le panier de transport d'un Gaston fort mécontent, embrassa du regard le couloir vide. « Allez, au revoir », dit-il au mur. Tous les meubles roulaient déjà vers la maison de campagne de ses parents, à 50 km de la ville.
Une vieille bâtisse solide, avec un garage au sec et un grenier spacieux. La logistique avait été calculée à la perfection. Timothée sortit sur le palier, ferma la porte à double tour. La clé dans sa main lui parut soudain un morceau de métal inutile. Elle n'ouvrait plus que sur le vide. Dans l'ascenseur, il imagina le visage de Diane quand elle rentrerait ici, après avoir traversé tous les cercles de l'enfer administratif. Épuisée, furieuse, sans argent, rêvant d'un bain chaud et de son fauteuil préféré. Elle allait ouvrir la porte. L'ascenseur tinta en s'ouvrant au rez-de-chaussée. Dehors, la nuit était tombée. La pluie avait forcé. Timothée releva le col de son coupe-vent, serra contre lui le panier du chat et s'enfonça dans la fraîcheur humide du soir. Devant lui, la route vers la campagne. Un thé chaud dans un vieux thermos et le silence. Un silence vrai, honnête. Première phase du plan achevée. Les actifs évacués, les engagements annulés. Il ne restait plus qu'à clore l'exercice comptable, et la réunion avec la contrepartie était inévitable, mais désormais, c'était lui qui dictait les conditions. 3 jours, exactement 3 jours, 72 heures et 40 minutes furent nécessaires à Diane pour rentrer du paradis devenu enfer. La ville natale l'accueillit non pas en fanfare, mais sous une pluie fine et désagréable, avec un chauffeur de taxi hargneux qui grommela pendant tout le trajet sur les embouteillages et le cours de l'euro. Diane avait l'air d'avoir été essorée, puis abandonnée. Ses cheveux, privés de shampoing depuis 2 jours, étaient ramenés en un chignon gras et serré. Sur son visage, débarrassé de son habituelle couche de fond de teint, les marques de fatigue et de colère avaient pris la place. À la place de ses tenues de marque, retenues en otage par l'hôtel turc, elle portait un jean et un t-shirt déformé. Yanis avait disparu dès l'aéroport d'Antalya. Dès qu'il était devenu évident que le portefeuille incarné par Diane était en cours d'inventaire, le grand gourou de la pleine conscience s'était évaporé dans la foule sans même un au revoir. Diane avait vu draguer une dame corpulente chargée de bracelets en or au comptoir d'enregistrement. Les rats quittent le navire en premier, en emportant avec eux les derniers lambeaux de son estime d'elle-même. Elle se tenait devant la porte de son appartement. Ses mains tremblaient tellement que la clé refusait d'entrer dans la serrure. Dans sa tête tournait un discours furieux, soigneusement rodé. Elle était prête à déclencher un scandale, à faire éclater les vitres. Elle l'accuserait de violence psychologique, de vol, d'inhumanité. Comment avait-il osé la laisser nue dans un pays étranger? Le verrou finit par céder. Diane poussa la porte, prit une grande inspiration pour lancer son cri d'ouverture et s'étrangla. Le silence. Pas simplement une absence de son, mais un vide sonore et vibrant, celui qu'on ne trouve que dans les immeubles neufs avant emménagement. Diane fit un pas en avant. Ses talons claquèrent sourdement sur le parquet. L'entrée était vide. Le grand miroir dans lequel elle se prenait en selfie chaque matin avait disparu. Le meuble à chaussures aussi. Même le tapis devant la porte s'était volatilisé. « Timothée ?» Sa voix se brisa en un murmure, rebondit sur les murs nus et lui revint sous forme d'écho apeuré. Elle se précipita dans le salon, vide. Les papiers peints, décolorés par endroits là où avaient accroché les tableaux et la télévision, la regardaient avec une indifférence muette. Seul le tableau, l'arbre à prospérité, était encore là. Par terre traînaient quelques trombones et un mouton de poussière. La cuisine, ni table, ni chaise, ni sa cafetière bien-aimée. Des tuyaux sortaient du mur, bouchonnés, solitaires comme des moignons. Diane courut dans la chambre. Au milieu de la pièce vide, un vieux matelas affaissé. Le tableau de visualisation. La gamelle vide du chat. Et rien d'autre. Ni rideau, ni luminaire. Du plafond pendait un unique douille avec une ampoule nue. Ses jambes se dérobèrent sous elle. Diane s'effondra sur le matelas, les bras croisés autour d'elle-même. C'était pire que n'importe quel scandale. Timothée n'était pas simplement parti, il avait effacé leur vie. Il avait annulé 12 ans de mariage comme une transaction erronée. On sonna à la porte. La sonnerie retentit, assourdissante dans cette boîte de béton. Diane sursauta. Timothée était revenu. Il avait réfléchi. Elle bondit sur ses pieds, courut à la porte et l'ouvrit d'un coup. Sur le seuil se tenait Lola, sa meilleure amie.
Mais Lola avait l'air de sortir tout droit d'un ring après un combat acharné. Les yeux rouges, le mascara barbouillé, une bouteille de vin entamée à la main. « Lola !» souffla Diane en se jetant vers elle. « Tu ne peux pas imaginer ce qu'il a fait. Il a tout emporté. » Lola la repoussa brutalement, si violemment que Diane heurta l'épaule contre le montant de la porte. « Ferme-la !» siffla Lola. Une odeur d'alcool et de haine émanait d'elle. « Ferme-la, j'ai dit. »« Qu'est-ce qui te prend ?» fit Diane, stupéfaite. Lola entra, parcourut l'appartement vide du regard et ricana avec une satisfaction mauvaise. « Quoi ? Toi aussi on t'a remise à zéro ? Bien fait pour toi. »« Lola, de quoi tu parles ? J'ai besoin d'aide, je n'ai plus rien. Je n'ai même plus où dormir. »« Et moi, j'ai quelque chose peut-être ?» hurla Lola, et sa voix se brisa en hystérie. « Marc a déposé les papiers de divorce ce matin. Ton cher mari, ton ennuyeux petit Timothée lui a tout transmis. Toute notre conversation, le défi, le pari, la façon dont je l'appelais mon distributeur automatique à moi. Marc m'a mise à la porte, bloqué mes cartes et jeté dehors avec une seule valise. » Diane porta la main à sa bouche. « Il n'aurait pas pu. Timothée n'est pas comme ça. »« Pas comme ça ?» Lola avançait vers elle en la pointant du doigt. « C'est toi qui m'as entraîné là-dedans. Allez, on s'amuse. Allez, on fait la course. On voit qui va le plus vite. C'était ton idée. Moi, ma vie était normale. J'avais tout. Et maintenant, je suis à la rue à cause de tes délires. » « Je ne savais pas que ça allait finir comme ça, » balbutia Diane. « T'es stupide, Diane. T'es une idiote bourrée à ras-bord qui a joué à la fille qui réussit et qui m'a entraîné dans sa chute. Je ne veux plus te connaître. » Lola pivota sur ses talons, émit un hoquet sonore et sortit en claquant la porte si fort qu'un morceau de plâtre tomba du plafond. Diane se retrouva seule. Elle glissa le long du mur jusqu'au sol, directement sur le parquet nu. Son ventre gargouillait de faim, et dans sa tête ne battait plus qu'une seule pensée. Les comptes ne s'étaient pas seulement déséquilibrés, l'entreprise était en faillite. L'automne, cette année-là, était arrivé tôt, mais sec. À la maison de campagne, à 50 km de la ville, l'air était si transparent et si vif qu'il donnait le vertige aux gens peu habitués. Timothée était perché sur un escabeau, en train de poser de l'isolant sur la vérande. Le travail avançait bien. Ses mains, déshabituées à l'effort physique après des années de bureau, avaient d'abord gémi, mais elles s'étaient maintenant alourdies d'une fatigue agréable. Il avait maigri de 5 kilos, bronzé, et dans ses yeux, à la place de la lassitude habituelle, brillait une clarté tranquille. Ici, parmi les vieux pommiers et l'odeur de résine de pin, la logistique de la vie était simple et lisible. Le matin, le jardin, fendre du bois, chauffer le poêle. La journée, télétravail et rénovation. Le soir, une tisane au thym et le silence. Gaston, amaigri et endurci par la vie au grand air, était assis sur la rambarde du perron et observait paresseusement une mésange. Le téléphone posé sur l'établi se mit à vibrer. Timothée retira sa gant de travail et regarda l'écran. Diane. C'était le 5e appel de la semaine. Au début, elle avait menacé de procès, hurlé sur le partage des biens, le préjudice moral. Timothée n'avait rien dit. Puis étaient venus les appels suppliants. « Timothée, je n'ai rien à manger. Ma mère me harcèle. » J'ai tout compris. Il appuya sur « Accepter ». « Oui », dit-il posément. « Timothée, il faut qu'on se voie. » La voix de Diane était terne, vidée de ses anciennes vibrations. « Il faut signer les papiers pour le tribunal. C'est ce que tu voulais ?»« Ce que je voulais, c'était de l'honnêteté, Diane. Mais on signera les papiers. Demain soir à 19h, café Le Carré, d'accord ? » ?»« D'accord, j'y serai. » Le lendemain, Timothée se rendit en ville. Il enfila un jean et un pull épais à grosses mailles. Pas de costume. Le costume, c'était l'uniforme du passé. Le café sentait la cannelle et le café torréfié. Diane était déjà là, à la table du coin. Timothée la reconnut à peine. Elle avait vieilli de 5 ans. Des cernes s'étaient creusées sous ses yeux, qu'une épaisse couche de poudre ne parvenait plus à dissimuler. Ses faux cils, par endroits, s'étaient décollés, créant un effet de pelade. Elle déchirait nerveusement une serviette en papier, la réduisant en confetti. Timothée s'assit en face d'elle. Un serveur surgit aussitôt.
Une grande théière de thé vert, s'il vous plaît, commanda Timothée. Et pour moi, juste de l'eau, dit Diane à voix basse. Apportez aussi un café au lait et une pâtisserie pour madame, rectifia Timothée. L'univers offre. Diane leva les yeux vers lui. Une lueur d'espoir y tremblait, pitoyable et collante. Timothée, tu as l'air bien, reposé. Merci. L'air pur est excellent pour les chakras. Il sortit les documents de sa chemise cartonnée. Divorce par consentement mutuel. Aucune réclamation sur les biens. Signe. Il posa le stylo sur les papiers. Diane ne le prit pas. Elle posa soudain sa main sur la sienne. Ses doigts étaient froids et moites. Timothée, écoute, ne nous précipitons pas. J'ai fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Je me suis perdu. Je suis tombé sous influence. Ce Yanis, c'est un manipulateur. Il m'a embrouillé l'esprit. Je t'aime, moi. On est ensemble depuis 12 ans. On ne peut pas tout effacer à cause d'une seule erreur. Je te pardonne ta réaction à l'hôtel. Sincèrement, je te pardonne. Reviens. On repart de zéro. Je vais tout supprimer. Je vais te cuisiner de bons petits plats. Je vais changer, je te le jure. Timothée dégagea sa main avec douceur, mais avec fermeté. Il ne souffrait pas. Il ne ressentait rien. Il la regardait comme un yaourt périmé. Impossible à consommer, mais sans aucune colère contre lui. La date d'expiration était simplement passée. « Une erreur, Diane, dit-il posément. C'est quand on se trompe de chiffre sur un bon de commande. Ce que tu as fait, toi, c'est une trahison. » Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une feuille pliée en 4. Il la déplia sur la table. C'était un tableau. « Regarde, j'ai fait les comptes du débit et du crédit sur la dernière année. » Diane fixa les chiffres sans comprendre. Ligne 42, stage d'épanouissement féminin, 150 €. Ligne 50, déplacement pour un séminaire, 200 €. Ligne 68, consultation personnelle avec un coach, 500 €. Au total, en un an, tu as dépensé sur le budget familial près de 3 000 € pour ton Yanis et ses sornettes, pendant que je portais la même veste 3 saisons de suite. Timothée, mais c'est un investissement en soi, s'exclama-t-elle par vieille habitude. Bel investissement, Diane, la coupa-t-il, et une pointe d'acier sonna dans sa voix. J'espère qu'il te verse déjà des dividendes. Un silence tomba sur le café. On entendait la machine à expresso ronronner derrière le comptoir. Diane se ratatina, parut encore plus petite. Tu es quelqu'un de froid, Timothée, chuchota-t-elle. Tu es sec. À la place du cœur, tu as une calculatrice. Tout à fait. Je ne tiens même pas de tableau de visualisation. Il rapprocha les papiers vers elle. Signe, ou alors on divise les dettes. Le crédit à la consommation que tu as contracté en secret le mois dernier entre aussi dans le partage, si on ne s'entend pas. Diane saisit le stylo. Sa signature sortit tordue, saccadée. Voilà. Elle jeta le stylo sur la table. Satisfait ? Tout à fait. Timothée rassembla les documents et les glissa dans sa chemise cartonnée. Le serveur apporta la commande. Mange, Diane. L'univers t'offre ce cadeau. Il se leva, posa sur la table un billet couvrant largement l'addition. C'est le pourboire pour le serveur, précisa-t-il en guise de revoir. Pas pour toi. Il sortit du café dans la fraîcheur du soir, inspira à plein poumon l'odeur des feuilles mortes et des gaz d'échappement. Il se sentait comme un homme qui vient enfin de poser à terre un sac à dos rempli de pierres. Un an passa. L'hiver, cette année-là, fut neigeux, un vrai hiver, comme dans l'enfance. Les congères avaient coiffé le lotissement de bonnets blancs, transformant le paysage en illustration de cartes de Noël. La maison de Timothée avait changé. Ce n'était plus une simple résidence secondaire, mais un cottage solide et chaleureux. La véranda était vitrée. Un filet de fumée montait de la cheminée. À l'intérieur, ça sentait le bois, les clémentines et le chien. Boudin, une créature hirsute de race indéterminée que Timothée avait recueillie sur le bord d'une route au printemps, était allongé devant la cheminée et agitait la patte dans son sommeil. Gaston, qui supportait cette cohabitation avec une condescendance souveraine, somnolait sur la planche supérieure d'une étagère.
Timothée était assis dans un fauteuil à bascule. Sur ses genoux reposait un livre. Un vrai roman en papier, pas un tableau. Dans la cuisine, un bruit de vaisselle. « Timothée, ton thé, tu le veux à la menthe ou au citron ?» lança la voix de Mélissa. Mélissa était institutrice à l'école du village. Une femme ordinaire, aux mains chaleureuses et à l'œil pétillant. Elle ne visualisait pas ses désirs, ne pratiquait aucune respiration ésotérique et ne cherchait pas à transformer Timothée. Elle faisait simplement des quiches au fromage extraordinaires et pouvait écouter pendant des heures ses réflexions sur les chaînes logistiques, avec une curiosité sincère pour les détails. « Au citron, Mélissa !» cria Timothée, « et apporte des biscuits !» La vie avait retrouvé son rythme, le bon rythme, le rythme fiable. Timothée travaillait toujours dans la logistique, mais il avait négocié 2 jours au bureau et 3 jours en télétravail. Il avait appris à lire les traces de lièvre dans la neige et savait désormais tailler les pommiers correctement. Et quelque part là-bas, dans la ville étouffante, dans un petit appartement d'1 pièce en périphérie, une autre vie suivait son cours. Diane vivait avec sa mère. L'appartement de 3 pièces en centre-ville avait dû être vendu pour rembourser les dettes et solder les crédits. En 1 an, elle n'avait pas réussi à investir suffisamment en elle-même pour que le tableau de visualisation se manifeste. L'argent refusait de l'attirer, si bien qu'elle travaillait maintenant comme conseillère de vente dans une parfumerie, debout toute la journée à sourire aux clients, à proposer le parfum du succès à des femmes dont le succès, lui, était bien réel, pas visualisé. Le réseau de vente n'avait pas fonctionné non plus. Les amis s'étaient dispersés. Lola avait sombré dans l'alcool et vivait avec un routier. Yanis, selon les rumeurs, avait tenté de manipuler la fille d'un homme d'affaires influent, avait été sévèrement corrigé et se terrait désormais quelque part à l'étranger. Diane pensait souvent à ce soir à l'hôtel, à cette tisane qu'elle avait donnée à Timothée, à la certitude qu'elle avait alors d'être la plus maligne. Maintenant, assise le soir dans la cuisine, bercée par le ronron du téléviseur et les reproches de sa mère, elle comprenait. L'univers rend vraiment tout ce qu'on lui donne. Pas en argent, en leçons. Sur la véranda de la maison de Timothée, le silence était total. Il était sorti respirer l'air glacé, une tasse de thé brûlant entre les mains. Mélissa se tenait à côté de lui, la tête posée sur son épaule. « Comme c'est beau », dit-elle doucement en regardant les étoiles. « Parfaitement dans les délais », sourit Timothée en passant son bras libre autour d'elle. Son téléphone posé sur la rambarde émit un bref signal. Une notification de réseau social. Timothée y allait rarement, mais n'avait pas supprimé son compte, utile pour le travail. Il prit le téléphone. L'écran s'alluma dans l'obscurité. « L'utilisatrice Diane a aimé votre photo. » C'était une photo postée la veille. Lui, Mélissa et Boudin devant la forêt enneigée. Heureux. Les joues rouges. Vrai. Timothée regarda la petite vignette. Diane, très retouchée, tentait d'incarner le mystère. Sous sa propre photo, une légende. Parfois, il faut tout perdre pour se trouver soi-même. Ouverte aux nouvelles opportunités. Il eut un sourire. Aucune colère, aucune jubilation. Juste l'indifférence tranquille face à un spam. « C'est qui ?» demanda Mélissa. « Rien, un indésirable. » Son doigt se leva au-dessus de l'écran. Un geste net, précis. « Bloquez cet utilisateur. Vous êtes sûr ?»« Oui. » L'écran s'éteignit. Timothée glissa le téléphone dans sa poche et se tourna vers Mélissa. « Rentrons, le thé va refroidir. » Ils entrèrent dans la chaleur et la porte se referma derrière eux, coupant le froid, le passé et les erreurs des autres. Les comptes, enfin, s'équilibraient parfaitement.